L'idée concrètement, sans avoir le PowerPoint, comme normalement je vois à peu près de quoi on va parler ce soir, on va exposer comment être visible sur Internet. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà créé un site Internet? Est-ce qu'il y en a qui ont des entreprises et qui sont intéressés de gagner un peu de visibilité par le biais de leur site Internet? Est-ce que maintenant vous êtes déjà demandé comment vous pouvez vous retrouver, notamment sur les réseaux sociaux plus facilement? Je vais prendre LinkedIn en premier plan. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? C'est tous ces points-là qu'on va évoquer en fait ce soir. Et je vais essayer de vous montrer en premier point, vous faire un résumé de 20 ans de R&D de Google en 10 minutes pour vous permettre de comprendre comment Google, parce que c'est quand même bien, on fait beaucoup de recherches, gère le tri des résultats qu'il affiche. Et puis après, je vous montrerai aussi comment ce type de tri, comment on peut le travailler, l'optimiser, et comment, parce que LinkedIn le fait aussi, et le moteur de recherche de LinkedIn fonctionne un petit peu pareil, sur les mêmes critères que Google, comment on peut travailler à gagner de la place. Vous pensez qu'il est possible d'accéder en même temps? En gros, il faut juste prendre le bon. Ah, je veux quoi comme. Bah, il est connecté là. J'ai pas plus. Et on ne peut pas faire un live sur une petite commission par le titre, on l'a réussi. Sérieux? On se fait un joint. J'ai fait un live sur deux trucs. Allez, si tu veux. Je nous mets un peu, je ne sais pas si ça peut être pertinent. C'est lumineux. Eh ben, on est parti. Je peux te laisser Clément appuyer sur le Google Gadget. Je suis au... Ah, si tu fais le live, alors dans ces cas-là, je vais me débrouiller. Mais après, Romain, Tu veux Allez, je veux bien. Entreprise, association, personne, vis-à-vis du web, même combat. On essaie tous d'être visibles. Parce que ça a un vrai intérêt, que ce soit pour trouver du boulot, que ce soit pour trouver des clients, ou que ce soit pour vendre des services, des prestations. Allez, résumé. Pourquoi je vous parle de SEO aujourd'hui? Ça va être mon premier point. On ira très vite faire une petite visite de Google pour voir un peu comment ça fonctionne le SEO et à quoi ça, quelle taille ça a, quelle importance ça a. On regardera les bases de l'algorithme. Et si je ne vous ai pas perdu, je vous donnerai quelques bons outils pour améliorer la chose très très rapidement. Vous allez voir, il y a très peu de gens qui savent le faire et pour le coup, ça marche très bien. On parlera un petit peu de LinkedIn et puis demain on pourra ouvrir sur d'autres débats. Pourquoi parler de SEO? Le SEO, c'est le parent pauvre. Alors le SEO, c'est le référencement naturel. C'est comment je peux remonter dans les moteurs de recherche de façon naturelle, c'est-à-dire sans payer la régie publicitaire Google, sur les mots-clés qui m'intéressent. Et pour le coup, c'est souvent le parent pauvre des projets web, tout simplement parce que les gens vont, lorsqu'ils vont créer un site, faire très attention au design, faire très attention à l'expérience utilisateur, c'est-à-dire à l'arborescence, faire attention au planning parce qu'ils ne voudraient pas être livrés en retard, et puis généralement aussi au budget. Mais très très rarement au référencement naturel. Je vous montre, si on slide sur la slide d'après, un projet idéal, ça prend tout en compte, le SEO, le design, l'expérience, le planning, le budget. Et suivant si mon projet il est image fonctionnelle, et ben j'ai ces graphiques là. Sur un projet image, je mets beaucoup de design, beaucoup d'expérience utilisateur, je fais un peu attention au planning, un peu attention au budget, pas au SEO. Et si je fais un projet fonctionnel, là le design est un peu moins pertinent, on fait un peu moins attention à l'expérience utilisateur, beaucoup au délai, beaucoup au budget aussi, mais toujours pas au SEO. SEO, l'acronyme, c'est pour... Search Engine Optimization. On va le retrouver après et c'est une très bonne question. Je poursuis, vous allez voir, en fait, on ne vient jamais taper dans le SEO. Et c'est normal. C'est normal, mais c'est triste. Pourquoi on ne tape pas sur le SEO? Pourquoi on n'a pas d'objectif sur le SEO? C'est parce que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes bien référencé? Généralement, ils vont répondre. Si tu as un site, Clément, tu réponds. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Et alors, ça veut dire quoi être bien référencé? Moi, pour le moment, c'est quand je tape le nom de mon site sur Google, il apparaît en premier. Génial.
Sauf qu'avec un nom de domaine au nom de son site, on trouve toujours. Allez, je prends l'exemple d'une maison de champagne. Si je suis obligé de taper le nom de la maison de champagne pour le trouver sur Google, certes, il y a du sens, mais il y a peu d'intérêt. Et globalement, 99% des gens, en fait, n'ont pas d'objectif quant à leur SEO. Ils n'ont pas défini sur quels mots-clés ils devaient être positionnés, pas défini quel trafic ils devaient avoir, et ils n'ont pas de suivi du positionnement de ces mots-clés en fonction des actions qu'ils entreprennent. Donc pas d'objectif, pas de SEO. Je vais poursuivre par une petite visite chez Google en disant pas de SEO, c'est peut-être dommage. Pourquoi c'est dommage? Allez, Google, c'est un géant. Ce géant, vous le connaissez tous, il se nomme maintenant Alphabet, mais il a été construit uniquement à partir de SEO. Il vit du référencement. Si je vais à la slide d'après, en fait, grosso modo, les 75 000, les plus de 75 000 employés, les dizaines de filiales, quand je dis des dizaines, il va y en avoir peut-être aujourd'hui des centaines, les 100 milliards de cash en banque, c'est à 90% dû à la publicité qu'ils font sur Google. Le slide d'après, si mes souvenirs sont bons, si je cumule AdWords et AdSense, entre guillemets la possibilité d'être affiché et d'afficher la publicité, et ben, je fais 71% plus 16% des revenus de Google, soit la majorité. Alors si Google gagne autant d'argent avec ça, ça veut dire qu'il peut être pertinent de s'occuper de son SEO, c'est-à-dire d'être présent sans payer Google. Je poursuis. Aujourd'hui, 30 milliards de pages indexées, 20 milliards de sites chaque jour visités par Google, c'est pour vous donner des grands chiffres, et 3 de requêtes effectuées, c'est-à-dire que tous les jours, une personne sur deux fait une requête sur Google. Donc globalement, tous ceux qui ont accès au web cherchent sur Google, mais ça je ne vous l'apprends pas, je pense que c'est déjà acquis. Sur Google, on peut chercher plein de choses, et on peut aujourd'hui se retrouver à de multiples endroits. On peut se retrouver effectivement dans la barre de recherche, lorsqu'on tape Nike, on peut retrouver des infos textuelles. Ici on ne le voit pas, mais si on a une petite annonce, on est sur l'espace publicitaire de Google, sur la régie publicitaire, bonjour, entrez. On peut se retrouver aussi sur le Knowledge Graph, c'est-à-dire sur la map de Google, on peut se retrouver sur la présentation, on retrouve souvent des résultats de Wikipédia à droite. En fait, il n'y a pas un Google, mais il y a des Google et il y a des endroits pour être référencé. Un restaurant, par exemple, sera très intéressé d'être sur la map lorsqu'on va un restaurant. Et Google, ces dernières années, en fait, a beaucoup fait évoluer son moteur de recherche, si on poursuit. Alors, en fait, a fait beaucoup évoluer son moteur de recherche et est rentré dans l'ère de la data. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, chacun, en fonction du lieu où il fait la recherche, du support sur lequel il fait la recherche, si c'est un mobile, si c'est un écran d'ordinateur, en fonction de ses cookies et de l'historique qu'a Google, bah, chacun a un résultat différent. Il est personnalisé. Ça va avoir de l'importance dans ce que l'on va voir notamment après. Si on a compris l'importance de Google, je vais aller très vite sur les bases de l'algorithme. Google, si on avance, alors vous propose soit d'être présent de façon payante, soit d'être présent de façon naturelle, sans payer. Et la façon naturelle, c'est le SEO, le Search Engine Optimization. C'est l'art de se positionner en premier résultat sur les moteurs de recherche. Si je poursuis, juste pour avoir quelques acronymes, mais après je ne vous embêterai plus, pour être présent sur Google, on peut faire du SEO, être présent naturellement, on peut faire du SEA en payant AdWords, on peut être présent aussi via les réseaux sociaux et tout ça, et tout ça fait le SEM. C'est juste pour que vous l'ayez vu un jour, si un jour on vous en reparle, vous aurez vu ces acronymes. Voilà. Je poursuis parce que c'est... voilà, on va essayer de comprendre maintenant comment Google fonctionne. Google est Text Addict. Alors si on peut cliquer sur le lien, tac, je sais pas si on est connecté à Internet, on va autoriser. Text Addict, ça veut dire que Google voit les textes, juste les textes, et rien que les textes. Alors si on clique, on va peut-être afficher là. Là. Vous avez déjà été sur un navigateur en faisant CTRL U suivant le navigateur, on voit le code source de la page. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un utilisateur lui voit des images, voit des vidéos, voit tout un tas de choses, en fait, pour Google, les images, les vidéos, tout ça, ça n'existe pas. Il ne voit que le code source de la page et il ne va donc, pour gérer le placement de votre site par rapport à un autre,
utilisez en grande partie le code source de celui-ci. J'ai essayé. Bon, ben c'est pas grave, on va passer à la slide d'après. On a Internet ou on n'a pas Internet? Peut-être qu'on n'a pas Internet. Quand Google veut positionner votre site, il fait un petit peu comme un agent immobilier. Et on va voir qu'on va être obligé, nous, si on veut être bien positionné sur Google, de respecter tout ce qu'un agent immobilier cherche à avoir lorsqu'il vient chez nous. Un agent immobilier qui veut répertorier un bien, il faut déjà qu'il puisse rentrer. S'il ne rentre pas dans le bien, il n'indexe pas dans sa catégorie de biens votre bien. Après, il faut qu'il puisse le visiter, il faut qu'on ait prévu la chose. Là, c'est pareil. Google envoie ce que l'on appelle des spiders, qui vont crawler la page, qui vont la visiter, qui vont la lire, dans sa partie textuelle qu'on n'a pas vue, mais qu'on aurait pu, et ils vont enregistrer tout ce qu'ils vont voir. Ça va être positionné sur les serveurs de Google, et là, comme un agent immobilier qui a bien visité chez vous, en fait, si vous lui avez donné toutes les informations et les bonnes, et ben, le jour où on va lui demander un appartement de 24 mètres carrés avec balcon et vue sur la Tour Eiffel, si j'ai présenté tout ça à l'agent immobilier, dans ce logiciel, ça va remonter, il va me mettre en avant. Tel que le ferait Google. Donc il faut le laisser rentrer, il faut lui donner le plus d'informations possibles pertinentes, celles qu'on a envie qu'il lise, qu'il voit, et puis avec ça, il faut le laisser travailler pour qu'il puisse remonter notre site. L'indexation, c'est le passage de Google qui va collecter la donnée, et le ranking, ça va être le positionnement que va donner Google une fois qu'il aura indexé votre code dans son serveur. Je poursuis, on va aller assez vite sur ce... pour l'internaute, ça se passe un peu différemment. Lui se connecte à Google, tape sa recherche, ses mots-clés, et puis ça envoie la requête à Google, qui va comparer dans sa liste de résultats lequel lui paraît le plus pertinent, et remonter, en fonction de son algorithme, les URL qui lui semblent les plus pertinentes. Alors, je disais, il y a plusieurs possibilités de résultats, plusieurs affichages possibles. En haut du AdWords, souvent, avec une petite publicité. L'algorithme de Google ne correspond qu'au référencement naturel, si je reviens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je suis à la position 1, j'ai 40% de chance d'être cliqué. Si je suis à la position 2, 21. Si je suis à la position 3, 14, en fait, ça diminue très très vite. Que dire de la personne qui est en dernière page? En deuxième page du résultat affiché en deuxième page de Google, il est pour ainsi dire pas vu. Ça veut dire que si on veut être vu sur Internet, il faut non seulement être sur la première page, mais il faut aussi et surtout être dans les premiers résultats de la première page. Sinon, on a moins de chances d'être vu. Le graphique d'après nous donne une analyse en fonction de la position, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, les pourcentages de chances qu'on a d'être cliqué. Alors c'est une analyse moyenne. Donc si on doit retenir quelque chose, c'est que non seulement pour être visible, il faut être bien positionné, mais il faut être très très bien positionné. Je poursuis. 3 piliers pour être positionné. Le premier pilier, c'est la technique. Le deuxième, c'est la sémantique. Le troisième, c'est la popularité. Effectivement, il faut permettre aux navigateurs, aux robots de Google, de venir visiter votre site. Il faut qu'ils puissent rentrer. Si on se souvient que Google aime le texte, on comprendra aisément que les textes qui sont écrits dans les vidéos ne peuvent pas être lus par Google, puisque la vidéo, c'est une suite d'images. De la même façon, des choses très graphiques, écrites dans une image, ne seront pas lues par Google. Google verra qu'il y a une image. À moins qu'on lui déclare spécifiquement les choses, Google ne voit que les textes. Et il faut lui permettre de rentrer dans les textes. Vous n'avez peut-être pas connu, mais des technologies comme Flash, peut-être un nom comme ça, en fait, ne permettaient pas d'indexer le contenu des sites. Le rendaient très dynamique, mais ne permettaient pas d'indexer. Donc il faut que la technique permette au robot de Google de rentrer. Après, il faut travailler la sémantique. Travailler la sémantique, c'est-à-dire travailler le champ lexical utilisé sur le site pour que celui-ci corresponde bien aux mots sur lesquels on veut se placer. Et derrière, travailler la popularité, c'est-à-dire travailler, et là c'est le dernier point, le nombre de liens qui pointent vers mon site. Parce que plus il y a de liens qualitatifs qui pointent vers le site ou vers les pages que j'ai créées, et plus Google prend ça comme un signe de qualité de votre site. Il a de la notoriété, des gens en parlent, les gens pointent et font des liens vers vous,
c'est assurément que le site est intéressant. Très rapidement, pas de flash, mais ça, attention aux vidéos, aux images, parce que dès qu'on les utilise, en fait, le contenu, même si l'internaute le voit, le Google ne le voit pas, veillez à ce qu'il y ait à minima ce qu'on appelle un sitemap lorsque vous faites votre site, tout simplement parce que le sitemap, il déclare toutes les pages qui existent et il assure à Google qu'il a bien tout vu. Rendez la chose accessible, mobile first, responsive, c'est-à-dire paramétrable et adaptable à tous les devices, et optimiser le temps de chargement en ne laissant pas de lien mort. C'est les grands conseils que je donne pour commencer à avoir un côté technique juste propre. Je poursuis. La sémantique, ça va être le point le plus important et souvent très oublié. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent la sémantique imaginent qu'en mettant dans le texte certains mots-clés, ça va suffire. Et non, pour Google, il y a des endroits qui sont plus importants que d'autres. Le premier endroit où c'est important, c'est l'URL, le nom de domaine. Effectivement, si j'ai un nom de domaine en .fr, je vais être placé sur mon nom de domaine beaucoup plus facilement que si je ne l'ai pas. Mais une URL, ça peut être long. Je peux avoir un slash quelque chose. Si je parle de cacahuètes dans mon site, quel que soit le nom de mon site, je vais devoir avoir un slash cacahuètes. Sinon, je serai moins bien placé. L'URL, très important. Deuxième point, les métatitres et métadescriptions. Très important de retrouver les mots-clés que vous avez sélectionnés dans ces métas. Sinon, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est que les métatitres et métadescriptions? En fait, lorsque on voit la page, le code source de la page, on voit qu'au début, on a du code qui n'est pas affiché par le site, mais qu'on retrouve notamment sur la présentation lorsqu'on fait une recherche. Google vous montre au début un lien bleu avec en dessous quelques textes écrits en gris. Je ne sais pas si on peut aller sur Google, on va faire le jeu, ça va être simple. Qu'est-ce que je cherche? Peu importe. Université, ça sera très bien. Et pour Internet. Si on n'a pas Internet, ça va être moins simple. Mais c'est ça dans le logo tout en haut à droite, avec les filles. Et on devrait faire un pont avec un téléphone portable, partager sa photo. Ah, mais il y en a des wifi ici. Ouais, ça va être plus simple. Un truc sur la visibilité, sans visibilité, c'est dur. Ça va être, si on ferme là, en fait, métatitre et métadescription, c'est quelque chose qui est posé là. Vous devez jouer le métatitre ici et la métadescription ici. Toujours sur un lien Google. La difficulté, alors en fait, on peut les retrouver si on clique sur une page, n'importe laquelle. Hop. C'est du TBM On jouera avec la page de l'UTT, avec la page de l'UTBM, pour voir ce que voit l'internaute et ce que voit Google. Mais techniquement, en fait, ici, je ne retrouve pas ma métatitre et je ne retrouve pas ma métadescription. Je ne les ai pas lues, je ne les ai pas vues, mais c'est sûr, elles ne sont pas forcément écrites sur mon site. Par contre, je vais avoir tout un tas de textes qui vont être positionnés et des balises H1, des balises H1, H2, H3, alors là je parle un peu aux plus techniciens, sont très importants. Mais en règle générale, et je vous montrerai un petit outil, il faut que les mots-clés pertinents soient dans les URL, dans les métatitres, dans les métadescriptions et dans les balises HN. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la présentation pour vous présenter les balises HN. Désolé, c'est un peu... si on revient sur le... ici. Tac. Et pour le coup, il ne faut pas hésiter à avoir donc des titres et balises H1, à déclarer les mots-clés dans le texte et à le déclarer sur les photos en balise alt. Je poursuis. Sans jamais faire de duplicate content, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller copier-coller un texte quelque part et le remettre en espérant être bien référencé. Si je copie-colle du contenu, quel qu'il soit, Google logiquement me sanctionne. Il le retrouve ailleurs, il sait le sanctionne. Et si on le traduit? Google est fort. Il faut que ce soit fait intelligemment, mais je conseille dans tous les cas de le travailler et de le changer un petit peu. Si on a deux pages avec le même contenu, parce que c'est deux accès différents, ça peut être perçu négativement. C'est du duplicate content. En fait, deux fiches techniques de deux produits
sur 2 sites e-commerce. Pour Google, c'est du duplicate content. Ok. Et pourtant, c'est des fiches produits. La popularité, c'est ce que je disais, beaucoup d'importance est donnée par Google aux liens qui pointent vers vous. Un lien extérieur, c'est un vote positif pour Google globalement. Il y a des liens qui sont moins positifs que d'autres, mais on va dire cela pour résumer la chose. Sachant que plus le lien est proche de vous, en termes de géolocalité, en termes de notoriété, plus le vote est positif. Entre guillemets, si c'est Le Monde qui fait un lien vers vous dans sa rubrique gastronomique, et que vous êtes un restaurant, ça a beaucoup plus de poids que si c'est le blog de Monsieur Duduche sur le VTT. Le lien est le même, techniquement, mais pour Google, il a plus de poids. Il y a des liens indésirables. Il y a été une époque où on faisait ce que l'on appelle des fermes de liens, c'est-à-dire qu'on avait des annuaires avec plein de liens, et en fait, Google, aujourd'hui, identifie ces liens comme, entre guillemets, du spam, et il met en indésirable et vous plonge un petit peu la note. Je vais poursuivre. Le lien, on le fait, on fait avec des liens externes, mais aussi on le fait en interne. On va essayer d'enrichir des pages dans son site et d'en appauvrir d'autres. Et pour le coup, c'est là où c'est intéressant. On peut construire son site pour optimiser, rien qu'en interne, le poids de certaines pages sur certains mots. Je reviendrai vous poser quelques détails dessus. Je poursuis. 2 points importants, puis après on va jouer. C'était la partie, je suis désolé, un peu théorique, où je vous ai peut-être assommé en utilisant plein de mots, mais c'était important que vous ayez entendu au moins une fois pour qu'on puisse passer à la partie plus rigolote après. Derniers mots qui vont être un peu pas rigolos, PageRank et TrustRank. Vous avez tous certainement entendu Larry Page, le nom de Larry Page, l'un des fondateurs de Google. C'est lui qui a donné son nom au PageRank. Le PageRank, c'est ni plus ni moins un indice de popularité de votre site. Et avant, il y en avait un avant on l'affichait officiellement, ça allait de 0 à 9. Et plus j'avais le lien vers mon site, et plus mon PageRank montait, et plus il était bien référencé. Le TrustRank, en fait, on s'est aperçu que tous les liens n'étaient pas... Google a voulu différencier les liens de qualité et les liens de moins bonne qualité. Et pour le coup, il a donné cet indice, qui est un indice de confiance dans la pertinence du lien, et c'est lié à l'ancienneté du nom de domaine, aux interactions, aux audiences, à la fraîcheur du contenu. Deux éléments qu'on retrouvera dans la popularité. Allez, on va passer au côté plus rigolo pour voir, après la pause on n'en prend pas, on n'aura pas le temps, pour voir comment on peut faire pour être visible avec son site et après par soi-même. On va poursuivre. Très rapidement, on va regarder les mots-clés, comment on peut les trouver, comment on peut les faire Google Friendly, comment on peut vérifier que son site est bien indexé, ça va être très vite. Et puis, 2-3 petites bricoles pour que le site s'applique rapidement et vérifier qu'on n'est pas sous une pénalité. Allez, je vous emmène. Comment on peut définir les mots-clés et jouer à se positionner. Il y a des sites rigolos. Si un jour je me dis, mais j'aimerais bien réfléchir université, mais je ne sais pas où me positionner. Si je vais sur Answer the Public, il y a un site qui peut faire peur a priori, mais qui est très sympathique, et que je tape, par exemple, Champagne, mettons que je cherche à me positionner sur Champagne, mais je ne sais pas trop ce que les gens peuvent chercher autour du Champagne. Je vais taper Champagne dans la barre, tac. Et Answer the Public va me donner tout un tas de questions qui peuvent se poser autour du Champagne. Alors des questions, des citations, il va aller me donner un champ de choses pertinentes. Alors du coup on ne voit pas bien parce que l'affichage n'est pas... Et puis j'arrive pas à afficher pas d'écran, je suis tellement pas Mac. Alors du coup, là c'est en anglais, c'est pour ça qu'en plus on... Mais on pourrait voir What Champagne to buy, voilà ce que les gens tapent, What Champagne for Mimosa. Et on a foultitude de choses qui va vous être données directement par Answer the Public. Ces choses, ces requêtes, si on les met en français, ça sera plus rigolo. Si tu peux faire un petit retour. C'est des choses qu'on va pouvoir aller directement essayer de référencer, par exemple si on fait un blog. Parce que autant il est difficile de se référencer sur le mot champagne, autant se référencer sur un couple de mots plus longs, c'est plus simple. Surtout si on le reprend dans le titre, dans la balise méta et dans la balise description,
telle que la question est posée sur le web. Tac. Qu'est-ce que cherchent les gens sur champagne? Quel champagne choisir en grande surface? Quel champagne choisir brut ou demi-sec? Quel champagne brut choisir? Alors, on a du Quel, on a du Loup, on en a plein. En fait, le site il vous donnera vraiment plein de choses. Si vous cherchez autour du mot-clé qui vous intéresse, sur quoi vous positionnez, vous pouvez trouver des choses intéressantes sur ce site. On va poursuivre, on reviendra dessus certainement s'il y a des questions. Bon, on va pas faire de sumo, comme le temps est un peu compté. Une fois qu'on a commencé à travailler, qu'on a la question, on peut se dire pour la rédaction qu'on va avoir besoin d'une sémantique riche. Et je peux pas utiliser 10 fois cacahuète. Parce qu'à un moment, Google va dire, il se moque de moi, là, bon, j'ai compris, de la cacahuète. Je vais être obligé d'utiliser des synonymes. Et puis des mots qui sont dans le champ lexical de cacahuète, c'est-à-dire apéro, champagne, after work. Et tous ces mots-là, en fait, bah, je peux utiliser des outils comme Ubersuggest pour me dire, dis-moi, qu'est-ce que Google a l'habitude et l'envie, au final, de voir comme mot-clé autour du mot que je cherche à positionner. Bah là, je peux pareil, je peux commencer si je mets en français et que je mets champagne. Il va me ressortir un certain nombre de mots et même les recherches qui sont affectées à ce mot. Y arriver. Ouais, Ah, mais pas de raccourci pour la France. Tu verras. Champagne. Ah, Université, non, c'est très bien, université, c'est très bien. Tac. Faut changer un peu, quoi. Voilà. En fait, je voudrais référencer, je voudrais être visible sur université. Et bah, je vais pouvoir aller chercher les keywords associés à université, si on redescend un peu. Université privée, université Lyon, université Oran, en fait. J'ai plein d'idées et plein de mots-clés qui vont se positionner. Je vois qu'en fait, les villes sont importantes. Alors, il y en a foultitude, là, on est sur la version un peu payante, donc... Tu veux que j'essaye d'en trouver d'autres ou Oui, non, c'est pour ça, Université de Lille. En fait, ça vous donne le champ lexical. Ubersuggest, c'est peut-être pas le plus pertinent, mais on va continuer, je reviendrai derrière avec des cas pratiques. si je change, Tu peux tout changer, en fait. faire un sujet qui intéresse certains, n'est-ce pas? Voilà, horloge murale, horloge en ligne, horloge... si tu cherches un mot-clé, en fait, il va te donner le champ sémantique de mots que Google cherche, ou en tout cas s'attend à trouver autour de ce sur quoi tu veux te positionner. Et la colonne avec les euros, c'est... Alors, c'est ce que ça peut valoir si demain je veux l'acheter sur AdWords. C'est-à-dire qu'un clic de ça, c'est 28 centimes. Si j'arrive à me positionner sur horloge Conforama, je gagne 28 centimes du clic. C'est ce que je paierais si je devais le mettre de façon payante. Et je sais que j'ai un volume d'à peu près 1000 clics, alors ça va être là par mois, ou par jour, je sais pas, il faut voir, c'est défini, suivant, qui me donne... On peut budgétiser sa campagne comme ça. Complètement. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans l'outil AdSense. Savoir combien de recherches et quel prix moyen, on peut le retrouver sur AdSense. Keyword Tool, Keyword Cheater, c'est pareil, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour... Si je poursuis, souvent on se dit mais quel mot-clé je vais me positionner sur mon site, c'est bien beau mais je ne sais pas où aller. Bah, en fait, si je fais le tour de mon métier, de mes produits, de ma géolocalisation, les cibles, les gens à qui je me positionne, les thématiques sur lesquelles je suis et puis mes concurrents, et j'ai bien fait le job. Et j'ai déjà une bonne planche de mots sur lesquels je peux essayer de me rendre visible. Et là, si je résume mon activité en une phrase, je suis obligé de le faire, Google ne le fera pas pour moi, et que je me fais quelques mots-clés prioritaires et une liste de mots-clés secondaires, je suis prêt à attaquer la visibilité de mon site, que ce soit le mien ou celui de ma boîte. Plus c'est long, plus c'est bon, mais moins il y a de recherche. Pour un résumé simple, si je cherche à me positionner moi sur Nike, ça va être compliqué. Par contre, être positionné sur chaussures de sport Nike noir 48 hommes, là c'est plus facile, il y a moins de concurrence. C'est aussi plus pertinent parce que j'ai plus de chances de convertir la personne qui a cliqué sur une requête aussi longue.
mais il y a moins de requêtes. Donc en fonction, si je veux faire de la transformation ou de la notoriété, je vais essayer de me positionner. Mais n'hésitez pas à travailler sur des requêtes longues. C'est aussi pertinent si on est sur des champs où on veut se positionner, avoir de la visibilité sur des champs très connus, ou des recherches très connues. On poursuit. C'est là où on va voir si, pour le coup, les mots-clés apparaissent bien. On va aller sur la slide d'après. On va reprendre le site de l'UTT, par exemple. Allons sur le site de l'UTT. Est-ce qu'à votre avis, le site de l'UTT est bien référencé? Bonne question. Si, ouais. Alors, pourquoi on va sur le site de l'UTT? On va aller sur le site de l'UTT juste pour vous permettre de voir ce que le site en lui-même, et puis après on va regarder ce que Google, lui, voit. Alors le site de l'UTT, c'est, voilà, si on monte en haut pour reprendre bien formation, expertise internationale, vie, ok, s'inscrire, actualité, ok, si on descend un peu, se former, FTC, ok, pourquoi choisir l'UTT? Quels mots-clés on pourrait avoir le droit de choisir si on était l'UTT pour créer du trafic? Université, de technologie, de 3. Alors, ingénieur, parce que Université Technologie 3, c'est moi, donc les gens vont me retrouver. Je prospecte pas, là. Ou alors c'est très moche, si je tombe sur quelqu'un d'autre, alors que c'est mon nom, c'est très moche. Par contre, formation ingénieur, là ça a du sens. Diplôme d'ingénieur, ça peut avoir du sens. École publique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va taper outil-ref, O-U-T-I-R-E-F. Voilà. Et puis on va remettre l'URL du site de l'UTT. Outil-ref, il fait ni plus ni moins que lire le code source du site de la page, et puis il vous amène le rendu. Pour le coup, le titre, vous savez, il y a l'URL, la métadescription avec le titre, et puis la structure HN. Là, on est dans le titre. La chose qui, après l'URL, est le plus importante. Donc là, j'ai mis Université de Technologie de 3, c'est-à-dire que si je voulais être positionné sur ingénieur, c'est pas la peine. Je l'ai pas mis. Google ne viendra pas me référencer puisqu'il n'est pas mis. On va pouvoir aller dans la métadescription. Ah, Google ne la verra pas. Donc si je voulais être référencé sur ingénieur, c'est toujours raté. Maintenant, je vais aller dans la structure HN. Et je vais prendre quelques instants pour vous représenter le rôle de la structure HN. La structure HN, c'est ni plus ni moins la même chose que dans Word, le style que l'on prend. Style de texte 1, style de texte 2, style de texte 3. Alors c'est titre, style titre 1, style titre 2, style titre 3. Et ça forme le sommaire. Si je n'ai pas de sommaire, en fait les mots qui vont se retrouver dans le sommaire sont très importants lorsque je commence à feuilleter un livre. Si je ne retrouve pas concrètement le mot cacahuète que j'essaie de référencer sur la couverture de mon livre, je vais me dire, c'est pas bon, la couverture, c'est mon titre. Si dans la métadescription, c'est dans la préface, je ne retrouve pas encore cacahuète, je vais me dire, c'est pas bon signe. Si après, dans le sommaire, c'est-à-dire la table, je ne retrouve pas le mot-clé que je cherche, je referme le livre et je passe à la suite. Google fait la même chose. Le job, c'est qu'ici, en fait, on a accueil d'étudiants. Alors, si on veut se positionner sur étudiants, c'est pas mal. Pourquoi choisir l'UTT? Entrepreneuriat et formation continue, se former à l'UTT, les réseaux sociaux, exploration, pratique. Vous êtes réseaux sociaux, Université de Technologie 3. C'est-à-dire que, techniquement, et je caricature, j'ai pris l'UTT, c'est pas fait exprès, je peux été voir, mais 90%, 99% des sites sont faits sans prendre en compte le référencement. Tout simplement parce que celui qui fait le site, c'est soit un designer, soit un développeur. Si c'est un designer, mettre des textes, ça l'emmerde, c'est moche. Imagine, je fais un beau site sur Nike,
j'ai une super belle photo de Nike et je mets Nike. Et là, le designer, il dit, t'as vu? Super belle photo, super beau site. Ok. Le développeur, lui, le côté technicien, il se dit, oh là là, il m'a mis ça comme ça, comment je vais faire pour que ce soit responsif? C'est-à-dire que ça s'adapte à que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Il se dit, mince, il m'a fait un truc arrondi, tout est carré dans le web. Mais voilà, il prend le truc et il essaie de faire au mieux. Mais c'est la technique. Personne n'a pensé référencement. Personne n'a dit, bah, en fait, non, il faudrait écrire Nike, chaussures noires 48 hommes. Parce que ça, c'est moche. Un grand texte comme ça, écrit en plein milieu de ma belle photo. C'est moche, et pourtant, il faut le prendre en compte. Parce que sinon, Google ne le voit pas. Il ne sait pas ce qu'il y a dans l'image. Donc, c'est pour ça qu'en fait, entre des gens qui regardent le design, ce qui est affiché, puis des gens qui développent, bon, on se retrouve avec très peu de sites qui mettent le strict minimum. Je vous emmène, je vais taper création sur Google. Je vais taper création vidéo 3. Ou voilà, super création vidéo. Pour le coup, là on voit des blogs annonces, donc c'est des gens qui ont payé. À l'agence, on a un blog. Alors si pour le là on le voit pas, mais voilà, le titre du blog, c'est création de vidéos A1 C3. Et puis dans la méta-description, on doit mettre, on fait de la vidéo. Si on clique sur le lien, surtout pour aller le copier dans Outils-Ref. Tac. Du coup, je vais pas le copier. Tu es obligé de copier le lien parce qu'il est un peu long. Enfin, après, je vois. Non, là tu vas arriver sur la page, la home page du blog. Alors, ah ouais, t'arrives pas sur l'article en lui-même. Alors, pourquoi on prend le lien? Chaque page est associée à un ou deux ou trois mots-clés. Ah, tu voulais celui-là. Mots-clés différents, pages différentes. Ouais, c'est toute cette URL-là. Je comprends mieux. Non. Hop. Alors, ça veut dire que ma homepage peut me positionner sur agence de communication, par exemple pour nous, et l'une de mes pages peut être positionnée sur vidéo. Mais ma homepage ne sera pas vidéo, site internet, réseaux sociaux, photos, motion design, et j'en passe. Là, si je regarde, vous allez voir, là, je vous le montre parce que ça donne des choses un tout petit peu optimisées. Alors, un tout petit peu optimisé, c'est, voilà, on écrit création de vidéos à Reims A3. Ok, comment ça se passe? Dans la méta-description, c'est pareil, on est allé à mettre, voilà, l'agence, à Reims A3 vous présente les secrets de la production audiovisuelle. Type vidéo, tiens, vidéo, il aime bien parce qu'on lui a remis. Publicitaire, ça va avec vidéo. Hop, YouTube, ça va avec vidéo. On a un champ lexical qui va bien, dans la méta-description, dans le titre, et si on va dans la structure URL, dans la structure HL, pardon, on voit créer vidéo, et puis après, tu vas un peu vite, mais réaliser une vidéo, ou un clip, tout ça c'est synonyme. Hop, pré-production, production et tournage, post-production. En fait, mon sommaire il est très propre. Qu'est-ce que fait Google? Je le mets en premier. Je n'ai pas fait de job. J'ai juste écrit proprement et j'ai juste mis les éléments au bon endroit. Et bien, être positionné sur création vidéo à 3 ou à Reims, ça vaut cher si je paye Google. Si les gens qui sont là-haut sont positionnés, à chaque fois qu'ils cliquent, ils payent 1 ou 2 euros. Là, c'est gratuit. C'est juste en faisant le job correctement. C'est le code de ton site qui fait apparaître sa structure. Là, c'est Outils-Ref. En fait, il sélectionne, il va scroller le code pour ne ressortir que les éléments qui nous intéressent vraiment. Et c'est ça, tu as un code qui dit que ça c'est la valise H1, ça c'est la valise. Complètement. Et c'est quoi le lien par enfant entre les niveaux, différents niveaux? Alors, il y a un niveau, en dessous il y a un deuxième niveau. En fait, il n'y a pas de niveau, c'est comme quand tu fais un sommaire automatique sous Word, en fait, tu as H2, dans l'esprit, c'est style de titre 2. D'accord. Et en fait, ça te fait un beau sommaire propre. Mais pour le coup, pour Google, la H2 est plus importante que la H3, qui est plus importante que la H4, ça va jusqu'à H6. Ok. La structure de mon site ne va pas
c'est petit 1, petit 1, petit 1, 1, petit 2, 1, petit 3, 1, petit 3, petit A. Oui, donc si tu veux pas beaucoup de texte comme un designer, tu peux pas faire ça. Et voilà, il y a un compromis à faire. Mais là c'était un exemple sur les vidéos, je comprends bien, ok, t'es sur une page vidéo, mais si t'as aussi un autre produit qui est la photo. Ah, une autre page. Parce que, on peut retourner voir la page d'origine, parce que t'as mis tout ça dans... Ah oui, on peut. On peut aller sur... là, pour le coup, si on descend un petit peu, en même temps que ça charge, parce que ça passe par le téléphone, mais voilà, on voit la valise 1, si on descend un petit peu, pour l'accès. On a mis un petit peu de texte, petite vidéo, hop, puis on a mis notre première valise, comment réaliser alors, tac. Une deuxième valise, comment réaliser machin, définir un objectif et un budget. Le contenu doit être visible. Si je mets dans ce qu'on appelle un display note, si je mets en fait quelque chose qui ne permet pas au texte de s'afficher, je pourrais écrire blanc sur blanc, puis mettre le dictionnaire. Mais ça, c'était bien dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est compris comme une entorse à la réglementation de Google. Je ne le cache pas. Bon. Oui. Ça paraît assez facile quand même de faire des titres H1, H2, H3 et de les cacher pour pas qu'ils se voient sur la page principale quand même, non? Alors, oui et non. C'est souvent ce qui se passe. On récupère pas mal de sites e-commerce notamment, et on s'aperçoit un jour que les gens disent oh, on n'a pas de balisage 1, on n'a pas de balisage 2, on n'a pas de balisage 3, donc ils positionnent un peu n'importe comment là où ils peuvent. Alors ça se voit, souvent c'est moche, et en plus si jamais je le cache, c'est du spam. C'est-à-dire que si c'est pas affiché, Ça doit être assez bien détecté quand même, ce spam, non? ça reste Google. Ça, ouais, il arrive bien quand même. Et pareil, je voulais pousser un peu dans l'extrême avant, mais s'il accorde autant d'importance au sommaire, est-ce que ça vaut peut-être même pas le coup de, au lieu de faire des divs, de mettre des balises H5 ou H6 avec du contenu, des paragraphes entiers dedans? Après, le job de Google, c'est de vous amener à l'endroit où c'est le plus pertinent. Et il utilise le texte pour savoir si cet endroit est pertinent. Si les ratios ne sont pas les bons, Ouais, ça fait ça aussi. Google en fait fait pas attention à votre site, il fait attention au web. Si tout le monde se met à faire ça demain, peut-être que ça passe. En l'état, non. Parce que là, ça se prête bien une page de blog, mais on a du mal à imaginer pour un truc qui soit présentation. Voilà. Là, c'est bien, ces pages de blog, ça s'y prête bien, mais... Alors, je pourrais le montrer sur tout et n'importe quoi, en fait. Juste quand c'est bien fait, vous avez déjà... alors après, ça dépend de la concurrence, hein, mais vous avez déjà toutes les chances de poser. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ça existe, que c'est important et que c'est lu. Parce que 95% des gens ne le savent pas et ne voient pas ce que voit Google. Il utilise vraiment que du texte aujourd'hui, Google. Parce que quand on voit qu'avec OK Google, elle est capable de. La dernière sortie, c'est de proposer des achats sur Internet en filmant une personne ou en prenant en photo des choses, par exemple, qui sort la page d'achat de la marque de chaussures qu'il a reconnue. Et pour le référencement de ces sites, il n'utiliserait que les textes et pas les images et les vidéos qui sont là. Tout ce qu'il envoie, c'est du contenu. En fait, regardez le code source, on n'envoie pas un fichier image, on envoie du contenu, du texte. Alors, du texte. Après, le texte peut se positionner dans une... Alors, je vais rentrer dans une balise alt ou autre, mais à la fin, en fait, ce qui est analysé, c'est le code. Et le code, c'est pas une image. C'est vrai que tu peux faire la avec comparaison l'intelligence avec, artificielle, avec l'intelligence artificielle, il peut aller analyser ce qu'il y a dans l'image, même si elle n'arrive pas à lire. Dans ce qu'on voit, on n'y est pas encore. On est capable de retrouver, mais on ne référence pas encore. Et à mon avis, il y a encore un peu de chemin à faire avant qu'on s'amuse à référencer. Là, par exemple, vous allez me dire, on voit pas mal d'images. Mais non, là, on est sur du Google Shopping. C'est-à-dire que c'est les e-commerçants qui paramètrent un flux entre leur site et Google, disant, voilà, moi, quand on tape cette référence chaussure, je veux que vous affichiez la mienne. C'est celle-là. Mais sinon, Google, il ne saurait pas remettre la bonne image. La preuve en est, aujourd'hui, s'il y a des recherches d'images, je ne vais peut-être pas rentrer dans le... Mais les recherches d'images, je tape un mot et ça me donne des images. Et les images qu'on présente, c'est des images qui sont indexées dans des pages où les mots, et avec les balises alt qui vont bien, disant que dans la photo, il y a ça. Et c'est du texte qui le dit. Et là, par exemple, justement, sur ici, sur Zalando, t'as quasiment que des images, c'est entre guillemets un site design.
Et donc les balises, elles sont cachées où, entre guillemets? Vas-y, outil ref. Je vais vous emmener après sur un site qui va vous permettre de voir sur combien de mots-clés je suis positionné et puis l'évolution au fur et à mesure du temps qui passe. Hop. Alors pour info, il n'y a jamais qu'une seule H1 normalement sur un site. On peut avoir autant d'H2 qu'on veut, puis des H3 et des H4 c'est pareil. Là, par exemple, on doit être sur la page chaussures hommes. Et pour le coup, il tape dans chaussures hommes. Chaussures hommes, basket, machin, shopping en ligne. Et ça doit être, ils doivent travailler autour de l'achat de la chaussure homme et Zalando. Ça tombe bien, c'est Zalando. Mais oui, non, mais pour le coup, si on poursuit, je reviens, mais que je vous emmène pas jusqu'à la fin de la nuit. Voilà un exemple d'optimisation de balisage à vue. Référencement naturel, c'est la page dont je veux parler. Définition du référencement naturel, différence entre référencement naturel payant, le rôle du référencement naturel de votre du web, le SEO boost. En fait, Google comprend, il y a des mots synonymes, il y a des mots clés qui sont dans le champ sémantique et bon, Banco c'est acté, ça peut bien se passer. On va poursuivre l'indexation sur Google, juste pour savoir, lorsque vous êtes passé, alors là c'est un peu technique et je ne vais pas rester longtemps, mais vérifiez que Google est passé chez vous. S'il n'a pas indexé le site, eh ben, Google vous positionnera pas. Et souvent, aujourd'hui, Google n'indexe pas toutes les pages de votre site, parce qu'il a un temps limité pour l'afficher. Il a un temps limité pour visiter votre site, comme un agent immobilier, en fait. Il ne va pas passer 3 jours pour faire le tour de votre maison, quoi. Ils l'ont refait tous les combien de temps? Alors ça dépend du site. Il revient différemment suivant la notoriété du site. Mais pour le coup, il faut que le site s'affiche rapidement et que sa visite soit guidée par exemple par un sitemap pour qu'il puisse passer sur toutes les pages le plus rapidement. S'il n'indexe pas toutes les pages, vous perdez autant de chances d'être présent. Et on peut pas, une fois qu'on a fait tout le boulot justement sur la chaîne, on peut faire coucou à Google pour qu'ils viennent nous voir. Complètement. En fait, on a Webmaster Tools où on peut aller déclarer vas-y, va jeter un œil. Après, de façon spontanée, Google aujourd'hui il passe très régulièrement. Hein, si on fait un peu bien les choses de lui-même. Mais on voit dans Webmaster Tools, en fait, si toutes nos pages sont indexées. Je reviendrai après plus. Si on fait du duplicate content, si on veut retrouver du duplicate content, il existe des petits outils comme Copycast. Je veux savoir, je ne sais plus qui m'a dit, et si je traduis 50 ou pas. À mon avis, Copycast doit le retrouver. Donc si Copycast le retrouve, je pense que Google sait le faire aussi. J'ai pas bien compris que duplicate content c'est par rapport à tous les autres sites qui existent aussi. Exactement. Ça veut dire que la concurrence, par exemple, chaussures hommes, il y a un milliard de sites qui vendent des chaussures hommes, donc c'est forcément. Mais ils écrivent pas tous la même chose de la même façon. En fait, pour le coup, je caricature, mais voilà, j'ai un e-commerçant à gauche, un e-commerçant à droite. Et en fait, les gens vont se dire, bah, c'est bien, j'ai trouvé la référence de la paire de chaussures Adidas que je veux vendre, et je la trouve bien chez mon voisin, je la prends, hop, je la copie, et je la colle dans mon site. Puis je vais être référencé comme mon voisin. Bah non. Parce qu'à partir du moment où Google voit que vous avez copié-collé un contenu, bah, il vous sanctionne. Aussi simplement que ça. Il va regarder qui a le plus de notoriété dans les deux, il va laisser à celui qui a le plus de notoriété le privilège de croire que c'est lui qui a été le premier, à moins qu'il y ait un antécédent sur le site. Je résume. Si je fais un article, que tu trouves cet article pas mal, que je l'ai mis sur mon blog, que tu trouves cet article pas mal et que tu le mets sur ton blog, il y a toutes les chances que mon blog reste le premier sur cet article. Et à l'inverse, ça veut dire que si je suis un gros qui est déjà bien positionné et que je clique quelque chose à quelqu'un d'autre, j'aurai quand même l'avantage. Il y a des chances pour que une fois ça passe, 2 fois ça soit difficile et que 3 fois tu sois sanctionné. Dans les fois je suis pas au... Mais il n'est pas permis de copier-coller pour créer du contenu chez soi. Parce que créer du contenu, c'est ça la chose difficile. Réussir à faire un contenu sémantiquement pertinent, ça prend du temps. Pas forcément difficile, mais ça prend du temps. Les choses rigolotes, souvent, c'est de copier-coller le texte.
puis de regarder qui l'a copié-collé aussi. Un enseignant, il fait ça, hein, il prend ça, il utilise ce petit bout sur un exposé, puis il voit si vous l'avez copié-collé ou pas en 30 secondes. C'est Positeo, c'est Copycast, c'est Checker. On va poursuivre. Son site doit s'afficher rapidement, d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, s'il ne s'affiche pas rapidement, c'est comme s'il n'est pas responsif. Techniquement, il va être sanctionné. Pour tester l'affichage du site, on a des petits outils, GTmetrix, entre autres, page Spy Inside. En fait, c'est des outils qui vont vous donner plein d'infos. On peut reprendre, par exemple, on va aller cliquer sur GTmetrix, et on va se dire, tiens, un site qui vous intéresse, est-ce qu'il s'affiche vite et bien? Celui d'UTT, de rigolo, hop. Il faut que je prenne l'URL. UTT.fr. Voilà, en mettant. Hop. Si le site s'affiche en fait rapidement, il sera vite scanné par Google, donc il y aura plus de pages scannées et Google dira c'est un bon site, il s'affiche rapidement, je peux aussi le mettre en premier résultat pour toutes les recherches mobiles, si en plus de ça il est responsive. On va peut-être le laisser tourner, on reviendra dans 30 secondes, mais la vitesse d'affichage est importante. On va poursuivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de suivre l'évolution du positionnement de ses concurrents et de soi-même. Si on avance, Inside Yoda, on va cliquer dessus. C'est bien d'être positionné, mais sur quel mot je suis positionné? En première page sur Google. Aujourd'hui, et est-ce que ça avance demain? Très important. Bah pour le coup, si je tape, alors je vais peut-être avoir besoin de me reconnecter, mais on peut y aller. www.utt.fr. On pourra en prendre un autre. Hop. Je vais me connecter en 30 secondes. Ok. Si je tape, en fait, je vais voir l'évolution avec mon nombre de mots-clés en fonction du temps qui passe, des mois qui passent, l'évolution du nombre de mots-clés. Et en dessous, j'ai les mots-clés sur lesquels je suis positionné. Mots-clés ou coupe de mots-clés. Ce qui permet de me dire, voilà, mon objectif demain, c'est d'être positionné sur X mots-clés et de voir si j'avance ou si je recule dans ce positionnement. Parce que le référencement naturel, entre guillemets, c'est pas que ce que je fais, c'est aussi ce que les autres font. Parce qu'entre guillemets, s'ils bossent bien, ils vont me pousser. Donc là, ça peut me permettre de donner des objectifs, d'aller travailler ces objectifs. Ceci est sympa aussi, si on remonte un petit peu, on peut voir le trafic que ça me génère de façon naturelle. Le trafic et l'intérêt de se positionner au SEO, puis voir les pages qui sont positionnées, et puis si on clique sur concurrents, voir lesquels sites sont clairement positionnés sur les mêmes mots-clés que moi, et est-ce qu'ils sont mieux ou moins bien positionnés. Alors on va avoir Etu. le site Etu, oui. E-learning as adults. Là, il va aller checker le code source de la page et va dire quels autres sites ont des contenus assez équivalents et rentre du coup en concurrence manifestement avec ceux sur quoi le site essaie de se positionner. Le fait que ce soit des sites très utétiens qui sont en concurrence ne donne pas un indice de qualité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si j'ai bien fait mon site, naturellement, les concurrents doivent être mes concurrents. Sinon, c'est qu'il analyse que je suis en concurrence avec autre chose que mes concurrents, et au final, ça veut dire que sémantiquement, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, si c'était... Du coup, logiquement, ça devrait être Insaillon, UTC... Potentiellement, ouais. Si tout le monde a bien fait le job, en fait, le site va les retrouver tout de suite. Alors, tout le monde a bien fait le job, chacun peut avoir une stratégie de positionnement différente. Bon, c'était juste pour dire qu'il y avait des outils en fait, qui permettaient très rapidement de savoir à quelle vitesse ça allait, et qu'au final, un site qui s'affiche vite, c'est un site que Google aime bien, notamment pour toutes les recherches. Plein de sites pour aller plus loin et traquer les backlinks. Je vous ai dit, il y a la technique, il faut que Google puisse rentrer lire les textes.
Il y a la sémantique, il faut qu'on positionne les textes et qu'on les positionne notamment dans les balises titres, dans les URL, dans les métadescriptions et dans la structure HN, pour que le sommaire soit là. Et après, il y a la notoriété, c'est le nombre de liens qui pointent vers vous. Et en fait, il est possible, lorsqu'on essaie de créer des liens vers soi, de regarder quels sont les liens qui pointent vers les concurrents. Et ces sites-là vous permettent de savoir quels liens pointent vers quel site et d'aller essayer de retrouver les mêmes liens qu'il y a chez vos concurrents, chez vous, pour améliorer votre référencement. Là, pareil, quand tu pars from scratch, t'as pas de site, Oui. pas de lien. Point vers toi. Alors, en fait, ça se demande, un lien, ça va se travailler parce qu'on va aller bûcher sur un blog, on va dire voilà, moi je voudrais te proposer un petit article de blog et il y a un lien dedans. Lorsque la presse passe, elle va proposer un lien. Lorsque les réseaux sociaux vont être posés, on va rajouter des liens. En fait, tout ça, ça se travaille. C'est ce qu'on appelle le netlinking. C'est très important. Et justement, pour savoir où taper, on peut regarder où les concurrents ont tapé, puis se dire « Ah, ben là, j'ai peut-être une chance de pouvoir faire la même chose. » Je poursuis sur la chose. Suivez votre trafic. Si vous êtes visible, l'analytique, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de voir d'où viennent les gens, comment ils viennent, qu'est-ce qu'ils visitent, et potentiellement un petit peu, parce qu'aujourd'hui, Analytics cache quelques éléments, quels mots-clés sont tapés pour venir jusqu'à chez vous. Laissez-vous du temps, c'est l'un des points qu'on posait, tout simplement parce que le référencement naturel, ça ne vient pas instantanément. Quand bien même vous avez tout bien fait, il va falloir attendre, suivant la concurrence qui est en face de vous, à l'échelle d'un mois, un trimestre, 6 mois, 1 an, entre le moment où vous commencez à modifier les choses et le moment où ça agit vraiment, normalement il faut au moins un mois à un trimestre. Et vous voyez la fin définitive de ce que vous avez fait 6 mois après. Alors, tout dépend toujours de la concurrence et de ce que vous faites en fait. Mais il faut se laisser du temps pour voir les résultats. Je poursuis. Alors, je vous ai parlé beaucoup de Google. En résumé, pour avoir un site bien placé avant de passer à LinkedIn, c'est comme à la librairie. Il faut que mon titre et mon contenu soient bien dedans, parce que sinon mon livre, la personne ne le prendra pas lorsqu'elle rentrera dans la librairie. Il faut qu'il soit dans la bonne langue, ça c'est le côté technique. Il faut que la sémantique soit bien là, il faut que le titre, le sommaire, tout ça soit là. Et puis si jamais tout le monde en parle, et il sera en tête de gondole, ça c'est la popularité, c'est le nombre de liens qui pointent vers vous. Pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse Google? Parce qu'en fait, si demain vous créez une entreprise, si demain vous lancez un service, un produit ou autre, vous passerez par Google pour le trouver. Et en fait, même si vous voulez être recherché sur LinkedIn, ça fonctionne. Alors, LinkedIn, je ne repositionne pas, je ne représente pas le réseau social, je pense que ce n'est pas la peine. Un réseau social où on met son CV et qui est devenu aujourd'hui un réseau social d'échange. Je vais aller assez rapidement, comme ça me permettra d'y aller plus de temps. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'être visible sur LinkedIn, mais encore faut-il, comme pour Google, se donner un objectif. Est-ce que je veux être visible sur Julien Croza? Ça n'a pas de sens. En fait, quand je vais essayer de me positionner, je vais me positionner comme traffic manager, comme ingénieur R&D, comme... Et ces mots-clés, si je continue, il va falloir les placer. Où est-ce qu'on peut les placer? On peut les placer à plein d'endroits. Par exemple, je vais replacer agence de communication. Je vais les replacer aussi dans l'URL. Je modifie un peu l'URL. C'est pour accéder à ma page. En fait, on vient sur linkedin.com/agence de communication publicité Julien Croza. Ça, tout le monde peut le faire, ça? Tout le monde peut le faire. Ouais, tout est modifié. On peut tout modifier. C'est simple. C'est dans les paramètres de ton compte LinkedIn. D'accord. Il va falloir aussi replacer les mots-clés à tous les endroits, notamment dans la description. Si vous ne placez pas les mots-clés, on ne vous retrouvera pas. À moins qu'on vous cherche, vous. Mais ça peut ne pas être le cadre de la recherche d'un RH. Il va avant tout chercher une fonction, un poste, une compétence. Ce que je vous engage donc à faire, c'est de réfléchir le jour où vous voulez être chassé, à définir sur quel poste, quel métier, quelle compétence vous voulez être chassé, et à les mettre en avant un petit peu partout. Parce que si vous avez mis en avant un petit peu partout, sémantiquement, quand on va vous chercher, vous aurez plus de chance.
Alors ça, c'était pour le côté sémantique. On a aussi un côté popularité sur LinkedIn. Si je continue, j'ai dû le poser. Alors, on peut le remettre un peu partout dans ses compétences. Et dans la photo, dans l'expérience, dans l'accroche, dans les résumés, dans les sites que l'on accroche, si jamais on choisit les bons ou les groupes que l'on accorde, ça marche sur les réseaux sociaux, en veillant à ce que votre profil soit public. Toujours, parce que si vous êtes bien placé sur LinkedIn, vous pouvez être aussi naturellement bien placé sur Google, sur les recherches que vous faites, parce que LinkedIn ouvre ses recherches à Google. Entre guillemets, si je cherche Julien Prozac, je me suis très bien placé, LinkedIn va positionner le résultat Julien Prozac en 2, 3, 4e place, souvent, en règle générale. Donc l'avoir bien fait, c'est aussi se donner de la place sur Google. Si je poursuis, je vous disais, après il faut participer avec la communauté établie. Pourquoi participer? Parce que lorsqu'on fait une recherche, on va aller, les interactions vont compter. Alors si je... on est perdu. Allez, on va comprendre la recherche. Je ne sais plus où on en est, mais on va comprendre la recherche. On a fait participer avec la communauté. On va comprendre la recherche et puis comme ça me permettra de revenir. Quand je fais une recherche, qu'est-ce que fait LinkedIn? Il regarde déjà, pour m'afficher les résultats, qui, dans mes liens de rang 1, c'est-à-dire qui sont les gens qui sont connectés à moi directement et qui ont rempli leur profil complet et qui ont les mots-clés que je suis en train de chercher avec des relations des groupes. Tous ces gens qui sont les plus proches de moi par rapport à leurs relations au niveau 1, les mots-clés et les groupes que je partage, il va me les remonter. Alors, je vais le dire autrement pour que ce soit plus simple. Si je suis en lien avec Clément, que j'ai 12 contacts en lien avec Clément, et Clément il est sur 12 groupes identiques aux miens, par exemple le groupe UTT, le groupe Azanut et autres, 12 pages qu'on aime ensemble, et qu'en plus Clément a mis marketing dans son profil, et si je cherche marketing, je vais voir remonter Clément en premier. Parce que c'est une relation de rang 1, et parce qu'en fait il a des groupes avec moi, il a mis le mot-clé. Résumé simple, vous allez être plus en plus haut, plus vous aurez d'amis, parce que vous aurez plus de chances d'être de rang 1, 2 ou 3 avec la personne. Plus je connais le monde, et plus je me rapproche d'elle. Donc invitez du monde, ça va vous faire remonter. Positionnez votre contenu, ça va vous donner des chances, si la personne le cherche, qu'elle vous trouve. Et puis inscrivez-vous à des groupes, travaillez de la relation. Parce que plus vous aurez des acquaintances, des affinités par rapport à ces groupes et la personne qui vous recherche, plus ce sera gagné. Autrement dit, si vous voulez bosser dans l'automobile, être planeur, développement, je ne sais pas si ça existe, vous allez vous inscrire à tous les groupes automobiles, parce qu'il y a peut-être des chances que le RH soit inscrit aussi à tous ces groupes-là. Vous allez taper planeur automobile plein de fois dans votre profil, le plus de fois possible, et puis vous allez essayer d'inviter plein de monde qui pourrait être en lien avec la personne qui peut vous rechercher. Et vous allez naturellement remonter. C'est pour ça que si on remonte, on donne inviter, toujours, et accepter les invitations, à moins qu'elles vous paraissent très louches, c'est jamais mal. Interagissez, parce que ça vous donne de la visibilité par ce biais aussi sur l'interaction. Si vous likez quelque chose, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui peuvent vous inviter en fonction. Commentez, alors ça c'est encore plus pertinent. Et si vous avez l'occasion, créez du contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière l'image que vous avez, la différence entre Facebook et LinkedIn, c'est que Facebook, je quitte jamais ma timeline. Enfin, je vais rarement voir le profil des gens. LinkedIn, c'est tout l'inverse. Je quitte souvent ma timeline pour aller voir qui a dit quoi. Et auquel cas, dans le qui a dit quoi, je vois les références qu'ont donné les autres à la personne, je vois son métier, je vois son profil, et puis je peux aussi voir les contenus qu'elle a créés. Et auquel cas, me faire une idée. Et ces contenus créés sont aussi indexés sur Google, donc peuvent aussi vous permettre, si la sémantique est bonne, de remonter et d'être affiché. Bon, se demander est-ce que je dois payer gratuit, premium, Sales Navigator, à défaut pour être affiché, non. Pour être présent, non. Pourquoi je paye en résumé? Alors, je dis non. Les contenus premium ont une petite étoile et sont quand même normalement affichés avant les autres. Mais vous pouvez faire le job sans être payé.
Ce à quoi sert vraiment le contenu premium, c'est vraiment à aller chercher. Parce qu'une fois que j'ai bien rempli mon profil, pour être visible, il faut que j'aille voir. C'est tout bête. Mais si demain je vais sur le profil de Clément, parce que j'aimerais bien être visible de Clément, et que je le visite 2-3 fois, ben, il y a un moment où Clément va recevoir un mail en disant « Julien a visité ton profil ». C'est de la première fois, non? Oh, ça peut revenir. Pour le coup, ça évolue tout le temps, mais LinkedIn m'envoie de temps en temps des petits messages pour me faire revenir, moi, sur ma page LinkedIn. Alors, je dis moi en tant que recruteur, moi en tant que personne X. Et ça, en fait, il va me donner de l'information. Hey, regarde, il y a un tel qui est passé. Parce que ça peut me faire revenir et passer un peu de temps. Puis LinkedIn est content que je passe du temps sur sa plateforme. Donc, je peux utiliser ce petit hack pour faire venir me présenter, entre guillemets, attirer la curiosité et faire venir la personne à moi. D'autant plus si j'interagis et que je commente derrière. Ça va être d'autant plus intéressant. Lorsque vous invitez toujours avec un petit message, même s'il est très générique. Alors, plus vous allez le personnaliser, plus vous allez gagner en intérêt pour la personne. Si je remets son prénom, le lien qu'il y a entre elle et moi et le pourquoi je l'appelle et que je la contacte, eh ben, je vais avoir d'autant plus de chances qu'elle m'accepte dans son réseau. M'acceptant dans son réseau, j'aurai plus de chances sur la personne qui fera une recherche d'être affichée en premier et là c'est beau. J'ai presque tenu à écart. Pour le coup, je suis à dispo pour les questions. On va dire sur LinkedIn par rapport à ceux qui voudraient chercher éventuellement un job. Moi, j'ai utilisé LinkedIn sans avoir de compte premium pour prospecter. Et en fait, je suis bloqué, pour toutes recherches qui ne sont pas ciblées, donc à savoir un nom, un prénom. Donc voilà, si vous cherchez un job, n'allez pas à tout va, parce que c'est comme 50, ça commence à 35 € par mois, c'est pas donné. Surtout si on ne veut pas l'utiliser sur le long terme. Alors, c'est pas fermé, mais en fait, on s'aperçoit, il y a des chiffres différents, il y en a qui font 50, il y en a qui en font 500, que le nombre de recherches est pour le coup limité. C'était 35 de recherche. Oui. D'accord. Parce qu'après, un compte, si vous faites une recherche, un compte premium, ça vous ouvre, à mon avis, de façon illimitée. Moi, j'ai jamais été bloqué. Premium, c'est voilà. Dès que vous faites des recherches, le compte premium et le Sales Navigator deviennent essentiels. Pour faire simple, le Sales Navigator vous ouvre tous les champs de recherche. Si vous voulez quelqu'un qui habite aux États-Unis, a 2 enfants, alors je ne sais pas, 2 enfants, c'est pas sur LinkedIn, mais est dans telle boîte, a un diplôme de telle boîte cumulé, vous pouvez y aller. Autre petit point qui peut vous intéresser pour limiter le nombre de recherches, sachez que lorsque vous faites une recherche, les champs OR et END sont utilisables sur le moteur de recherche de LinkedIn. Je cherche par exemple les directeurs d'entreprise. Ouais, LinkedIn va me montrer les directeurs. Pas les directrices. Donc si je veux les directeurs et les directrices, faut que je mette les collecteurs qui vont bien ensemble. Sinon vous avez que la moitié. Ah, on veut la moitié. Par rapport aux références de liens, est-ce que je fais par exemple un site, mais par exemple juste le nom d'entreprise sans le label qui correspond aux références, est-ce que ça correspond aux références ou pas? Genre par exemple un site mentionne dans son texte Facebook, est-ce que c'est considéré comme une référence ou il faut vraiment dans le HTML mettre une label qui correspond Alors pour que ça donne du poids, il faut faire un lien. Ce que voit Google pour donner une accréditation au site vers lequel on fait le lien, c'est le lien en lui-même. Alors, il existe des liens qui ne donnent pas de crédit. En fait, c'est des liens qu'on appelle les nofollow. On dit à Google, ça fait un lien, la personne peut cliquer. Par contre, tu ne lui envoies pas ce qu'on appelle le jus du site. Mais en règle générale, ces liens nofollow, on les retrouve sur les réseaux sociaux, on les retrouve sur certains forums, pour pas que les gens s'amusent à faire des articles pour juste avoir des liens. En règle générale, un lien profond, c'est un bon lien.
que certains mots, par exemple, qui peuvent être à la mode, souvent employés, ça veut dire qu'on est condamné de façon générale sur son site ou sur son contenu, son profil sur LinkedIn, à utiliser les mots qui sont à la mode, y compris des fois s'ils sont mal orthographiés ou parce que c'est juste la manière dont c'est recherché de façon générale pour être visible. C'est ça que ça veut dire aussi. Après, c'est le volume de recherche qu'on cherche à avoir. Effectivement, si tout le monde recherche sur ce mot-clé-là et qu'il est à la mode, il faut se placer, on a que plus de chances de remonter. Après, il faut que ce soit pertinent par rapport à l'objectif. Je vais caricaturer par rapport à l'objectif. Si j'essayais demain de positionner sur Champagne une maison de champagne, j'aurais tout fou. Quand bien même le champagne serait très bon. Et quand bien même je le payerais pas cher. Je veux dire, pourquoi j'aurais tout fou? Champagne, c'est quand même pas mal. Si je positionnais une maison de champagne sur Champagne qui était première, elle serait super contente. Ouais, mais non. Une maison de champagne, ça a 10, 12, allez, 20 cuvées maximum. Si c'est une grande maison, elle en a 30. Sauf qu'un utilisateur qui tape Champagne, en fait, il y en a un sur deux déjà qui veut savoir ce qu'est la Champagne, la région. Le troisième, en fait, lui, il veut avoir tous les champagnes, parce qu'il veut avoir un panel d'éventail, il veut le Amazon du champagne, voir toutes les bouteilles, toutes les couleurs. Et donc, il n'a pas envie de tomber sur la page d'une maison. Par contre, si je vais dans des choses un peu plus précises, Champagne, millésimé, 2013, là, pour le coup, si j'ai un bon millésimé 2013, il faut peut-être que j'y aille en tant que champagne. Parce que la personne, elle est vraiment en train de chercher quelque chose que je suis capable de lui offrir. Donc, toujours se mettre en référence par rapport à la mode, par rapport à la visibilité, il y a de l'intérêt, mais il y a aussi un intérêt d'autant plus souvent facile à avoir, à être positionné sur les requêtes très précises, ou plus précises. Est-ce que, par exemple, avec ce truc, le fait comme ça d'être bien référencé et tout, est-ce que tu saurais dire c'est vraiment des prospects nouveaux qui ne seraient pas venus? C'est 100% de mes prospects. Ah, c'est 100%. Alors, la notoriété de la marque, on la palpe pas que sur Internet. Mais aujourd'hui, on fait ce que l'on appelle des landing pages et des campagnes AdWords. Et ces landing pages, elles ont pour unique but d'être présentées et présentes sur un mot. Allez, je vais répondre. On va aller sur thetruc.fr. Je vais mieux répondre à la question que j'ai commencé à faire. Thetruc.fr, c'est le site de l'agence. Pour le coup, c'est un site notoriété. Je mets quiconque a besoin d'un site e-commerce, d'une vidéo ou autre, de se dire c'est avec eux que je vais bosser. Si, ça peut être sympa, mais là, si on descend un petit peu, ça ne donnera pas à la personne l'impression de se dire oh, c'est les spécialistes de la photo. Hein? Tu peux pas descendre. J'ai descendu. Ah, c'est avec deux doigts en fait. Ben, j'aurais deux doigts. Alors, c'est les images qui passent. Non, c'est parce qu'en fait, il faut monter sur Mac, en fait, c'est l'inverse. En fait, on vend. Et pour le coup, on vend plein de choses, mais on vend rien. Si je tape création, de trucs. Tac. On va prendre le lien, voilà, ici, création suicide. C'est un site de trucs. Et là, je vais venir ne vendre que du site. Je vais dire, voilà, confiez-nous, si on descend un petit peu, voilà, on est capable, on fait des sites comme ça. Et voilà, on a fait des choses pour Pierre-Paul Jacques, où il y a des trucs qui avancent. Et je vais leur dire à la fin, voilà les étapes si on construit. Et puis, vite, donnez-moi votre adresse mail. Ce que veut dire, si vous êtes là, c'est que vous avez besoin, donc il faut qu'on se rencontre. Là, je fais un site spécifique à ça. Et toute ma structure, elle est liée à ça. Campagne complètement par exemple, différente de mon site. Là, je vais être positionné sur agence de communication. Parce que je veux que la personne qui cherche une agence, elle trouve ça. Sur l'autre site, je vais être positionné sur création site e-commerce, marketplace, c'est tout. Positionnement différent, vente de produits différents, et j'essaie de me calibrer vraiment entre la notoriété que je veux avoir
et la visibilité que je vais avoir. En faisant un choix là sur ce site, je fais un choix drastique. Il est mal référencé ce site, parce que techniquement il n'est pas terrible. Alors il n'est pas terrible parce que c'est tout sur une même page. En fait on a fait un choix de privilégier les choses. Si on continue, en fait on a fait plein de petits détails un peu rigolos et sympas, mais le fait de lancer ces détails nous a pas permis d'avoir plusieurs pages et de faire du netlinking interne et de permettre à comprendre à Google que c'était un site riche. Là c'est un site, une seule page. Donc, Google, C'est des flashs, non? non, c'est pas en flash. Faire de flash, j'ai l'impression qu'il y a des flashs partout. Alors il y a absolument zéro flash. Mais pour le coup, derrière ça, en fait il y a un choix, on s'est dit voilà, on ne sera pas positionné. Alors on l'est quand même si on tape agence de com 3 à Reims, on arrive sur la première page, mais on n'est pas le premier lien, parce qu'on a un site webpage. Donc c'est compliqué. Bon, on est 2, 3e suivant le moment, on s'arrange pour ne pas sortir des 2 3e, mais on a un site qui, dans sa structure, lorsque les clients nous appellent, ils disent ouais, c'est sympa, je veux le même. Caricature. Il y a un choix à faire. Suivant comment je veux faire venir les gens jusqu'à moi, et ben, je vais techniquement décider de mettre qu'une belle image, parce qu'ils sont déjà arrivés jusque-là, donc je vais leur rendre ce qu'ils attendent d'une belle image, ou je vais me dire qu'il faut que je me concentre à ce qu'ils viennent aussi par le fait que le site existe, et là je vais laisser plus de texte, je vais laisser plus de contenu, et je vais travailler un petit peu différemment. Comment on peut intégrer une bonne présence sur les réseaux sociaux pour justement un référencement d'un site, si c'est lié ou alors, oui. Alors il y a plein de réseaux sociaux. Concrètement, aujourd'hui, une bonne présence. Alors, sur le réseau en lui-même ou sur Google. Parce qu'en fait, je vais caricaturer, mais aujourd'hui, si je veux être présent sur Facebook et remonter plus régulièrement lorsque les posts sont faits sur ma page, sur les pages de mes fans, enfin sur les timelines de mes fans, en fait, il y a une solution très bonne, c'est que le contenu soit liké, partagé, commenté. C'est-à-dire que si tous les contenus de ma page sont likés, commentés, partagés, Facebook comprend que mon contenu est super, il est viral, il l'ouvre. C'est ce qu'on appelle le EdgeRank, la note que donne Google à la page. Si mon contenu n'est pas super, c'est-à-dire que les gens n'interagissent pas avec, et ben Facebook va dire c'est de la publicité, tu paieras pour le diffuser. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beau avoir 8000 fans, si mon EdgeRank n'est pas bon, j'en aurai 100 qui vont voir mon contenu. 1000. Même si j'ai vraiment 8000 vrais fans, ils ne le verront pas tous. Et du coup, en termes de temps, d'effort, de difficulté, est-ce qu'il vaut mieux lancer son site, se concentrer sur son référencement, ou est-ce que c'est une stratégie possible de se dire, avant de lancer mon site, je me consacre à fond sur plusieurs réseaux sociaux, j'essaie de me construire une grosse communauté, et ensuite, la communauté, je la redirige vers mon site. Alors, est-ce que c'est un mix des deux? Ça dépend des clients. Okay. En fait, ce ne sont que des outils, et ils sont au service de la typicité des clients et des messages que tu veux faire passer. Concrètement, aujourd'hui, si tes clients sont réfractaires à Facebook, dommage d'aller sur Facebook, de faire une grosse communauté, ça va être compliqué. Et puis, dans la plupart des cas, pour nous, lorsqu'on rencontre des clients, on leur dit attention, Internet c'est mort. Ah oui, parce qu'on est parti pour investir dedans. Ah oui, mais c'était avant. Et dans les faits, Internet, aujourd'hui, quand on compare le temps passé sur les applications par rapport au temps passé sur les navigateurs, et ben, les navigateurs, c'est plus beaucoup de temps. Parce que vous passez votre temps aujourd'hui sur Instagram, pas sur des applications, pas les applications de monsieur tout le monde, hein, des applications très connues, Instagram, Facebook et autres. Et pour le coup, si vous passez votre temps là, vous n'êtes pas sur un navigateur, vous n'êtes pas sur Internet. Et que, en plus de ça, techniquement, si je veux faire passer des messages, je sais quotidiennement à mes clients qui ne sont pas au courant de tout ce que je fais, ils ne sont pas au courant de mes... Je peux le mettre sur mon site internet, mais à partir du moment où je l'ai mis sur mon site internet, ça ne veut pas dire que la personne va revenir. J'ai plus de chance et plus de pertinence potentiellement à le mettre sur mes réseaux sociaux que sur mon site. Après, il reste une chose qu'on constate, c'est que les achats, ça se fait sur un site. Ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pourquoi? On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais Facebook a essayé de maintes reprises de faire des F-boutiques,
mais ça prend pas. Quelle que soit la méthode, on s'y prend, les gens ne veulent pas payer sur Facebook. Après, Internet, c'est un lieu de chute. Alors les gens aujourd'hui essaient de faire du retargeting, de remarketing, et pour refaire revenir les gens, parce qu'en fait on sait que techniquement, il y a 99% de gens qui ne reviennent jamais sur le site. Ils passent, ils regardent, ils s'en vont, ils ne reviendront jamais. Donc voilà. Le job est différent. Je dirais que pour répondre à ta question, il faut regarder quel est le client. Ouais. Et puis de se dire, qu'est-ce que maintenant j'attends comme action de mon client. Si c'est de récupérer un email, il ne faut pas que j'aille sur les réseaux sociaux. Si c'est de lui vendre quelque chose, il ne faut pas que j'aille. C'est pas sur les réseaux sociaux que l'action se fera. Si c'est de lui vendre quelque chose, c'est pas sur les... Par contre, si c'est de faire parler de moi, de lui faire voir plusieurs messages, bah là, ça peut avoir du sens d'être sur les réseaux, et surtout si c'est sur les mêmes. Si mes contenus sont un peu viraux, un peu sympas, bah, il peut y avoir encore plus de sens de dire. D'accord. Si on venait sur Google AdWords, il demande de rentrer des phrases. Est-ce qu'il faut mettre un point d'interrogation à la fin pour assimiler une question que l'utilisateur a tapée? Il a un intérêt de mettre ce point d'interrogation, il a un intérêt. Alors, quelle est la stratégie pour mettre les phrases qu'on... Si je digresse 30 secondes, AdWords, c'est côté pub de Google, c'est la régie publicitaire. Google vous permet d'acheter des mots-clés aux enchères. Et lorsque vous avez mis le budget, c'est-à-dire votre carte bleue dans Google, et que les mots-clés sont tapés, Google dit bon bah lui comme il a payé, je l'affiche. Même si son site n'est pas terrible, je l'affiche et si quelqu'un clique, il paye. La question c'est comment faire une bonne pub Google. Alors dans la bonne pub Google, il y a du search. C'est-à-dire que si on tape par exemple création site internet, on va voir que hop, il y a des affiches qui vont se mettre. Voilà, là par exemple j'en ai un. Bizarrement, et c'est pour ça que je vous montre, création de site internet. Le mieux, c'est que le contenu de sa question soit dans la réponse posée par le site. C'est-à-dire que si je n'ai pas le champ lexical associé à ma question dans ma publicité, Google va diminuer ce qu'on appelle le quality score, c'est-à-dire la note qu'il donne à mon annonce. Et cette note, elle va là aussi de 1 à 9. Et pour faire simple, c'est un coef qui s'affecte au prix que vous payez. Et allez, moi si je mets 5 € et que j'ai un quality score de 1, bah, quelqu'un qui a un quality score de 10, il mettra 50 centimes, il sera mieux placé que moi. Donc ça vaut le coup d'avoir un bon quality score. Et pour avoir un bon quality score, Google regarde deux choses. Est-ce que les gens qui regardent mon annonce cliquent? Et plus ça clique, plus le nombre de personnes qui regardent mon annonce cliquent par rapport à si j'ai 2% de gens qui cliquent, ça va. Si j'ai 15%, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le job de Google, c'est que vous cliquez là. Parce que c'est là à chaque fois que vous cliquez de l'argent. Donc, si vous cliquez là, bah, Google est content, il accepte de vous donner une bonne note. Si Google scanne votre site, et qu'il retrouve dans la publicité que vous faites le même champ lexical sur votre site, la page de ce qu'on appelle la landing page, la page d'arrivée de la publicité, Google va indexer ça comme une bonne pratique. Ça va le rassurer, il dit bon, je fais une pub pour la cacahuète, il a écrit cacahuète dans son site, ouais, je peux envoyer. L'utilisateur sera content. Donc, il recliquera. J'ai bien répondu ou... Du coup, est-ce qu'un point d'interrogation est pertinent? Si la personne met un point d'interrogation, met le point d'interrogation. Si la recherche est faite avec ce point, ça peut être un plus. Après, une bonne publicité, ça se teste. Comme une landing page. Alors, en fait, on teste, on en fait plusieurs, puis on regarde, on met les conversions derrière accrochées à ces publicités. C'est-à-dire, pour une personne que j'envoie vers ma page, pour 100 personnes que j'envoie vers ma page, combien me laissent leur adresse mail. Si mon objectif, c'est de récupérer leur adresse mail. 1, 10, 20, 100. Génial. En fait, je vais tester. Je vais mettre une première annonce en disant votre champagne offert à la première connexion. Est-ce que ça marche pas? Ça marche pas. Bon, bah, 10% de réduction offert à la première commande. Ça marche pas. Et je vais itérer pour trouver les... en m'assurant que ce que je mets sur ma campagne est aussi sur mon site. Dans la méta-titre, méta-description, dans la structure HTML. Finalement, une bonne annonce, ça passe par un bon SEO.
En fait, c'est tous les sens. En fait, s'il y a une seule chose à garder, c'est que pour le coup, tout passe par le texte et que bien souvent, les gens ne pensent pas à ce qu'ils en attendent, sur quoi je dois être positionné et à suivre ce qu'ils attendent. Et comme ils ne pensent pas à ce qu'ils attendent, ils n'utilisent pas les bons mots et ils ne sont pas présents. Et si demain, vous faites un tout petit peu l'effort de vous dire sur quoi je suis positionné, soit sur votre page LinkedIn ou sur votre site, comment je me positionne et je m'assure que ces mots-là ils soient déjà bien mis à tous les endroits où je peux les mettre, de façon propre, il ne s'agit pas de faire du spam non plus, et ben vous optimisez grandement les chances d'apparaître. Est-ce qu'on en reste là? Pour le coup, si vous vient des questions demain, vous n'hésitez pas. C'était peut-être un peu condensé, désolé de vous avoir mis un peu de technique au début, mais ça permettait, je ne savais pas quel allait être le public, si ça allait être une recherche de gens qui ont fait des sites et qui veulent optimiser, qui veulent des outils, ou si ça allait être plus du dégrossi du SEO et de la possibilité de se retrouver et de se montrer partout. Champagne? Je vais avoir besoin d'aide.